Merci Christophe. Oui. Allez, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle John et c'est moi qui vais me mettre en retard pour le déjeuner. Alors, donc effectivement on va finir cette belle matinée après de remarquables interventions par un petit tour du monde de ce qu'on appelle les learning spaces. Alors vous allez tout de suite m'excuser de l'anglicisme de ce terme que je vais mettre sous le coup de mon prénom, tant qu'on y est. On va parler, si je francise un petit peu plus les choses, d'espaces physiques innovants. Alors ça c'est assez intéressant parce que finalement c'est ce genre de choses là qu'on voit apparaître un petit peu partout dans le monde. Et on a été plusieurs ce matin à la fois, mon brillant et remarquable collègue Thierry Cossegnac, qui n'est pas du tout en train de m'écouter, et son voisin qui évoquait la question du futur des universités physiques. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce que cette présentation, j'aurais beaucoup de mal à la faire il y a 10 ans parce que d'un, les learning spaces, ça n'existait pas trop quand même à cette époque-là, et deux, il y a 10 ans, il y avait quand même un paquet de gens dans les universités qui allaient prédire que les universités physiques, ça n'existerait plus parce qu'il y avait les MOOC et c'était fini. Aujourd'hui, on assiste un petit peu à un rééquilibrage, au minimum un rééquilibrage en faveur du physique, qui ne se fait pas du tout au détriment de l'enseignement en ligne sous ses différentes formes. Et là, Christophe vient de donner des exemples très intéressants avec la vidéo, mais on constate un rééquilibrage qui se base quelque part sur une complémentarité entre les deux. Alors, international, je vous disais qu'on va voyager un petit peu. En gros, moi, c'est une activité de recherche que j'ai, de mener cette étude comparative internationale des learning spaces. Ça se fait dans cette échelle-là. En gros, j'en ai visité un petit peu moins de 200, peut-être 200 maintenant. 130 universités, 4 continents, et en gros, il y a 600 personnes avec lesquelles je travaille au quotidien. Je vous laisse imaginer les contingences de gestion des fuseaux horaires entre les choses, c'est assez intéressant. Mais voilà, donc on peut imaginer qu'il y a un échantillon qui est à peu près représentatif au travers de ces contenus-là, de ces informations que je peux récupérer. Alors, globalement, je vous disais, moi je voyage beaucoup pour visiter ce genre de choses. Donc voilà, vous voyez, des amphis, on les reverra après un petit peu en détail, des espaces informels de ce type-là, ou de ce type-là. Là, on est au Japon. Là, on est en Australie dans une salle de pédagogie active. Je discute beaucoup avec des gens. Ça, c'est un vice-président d'une université, une directrice adjointe de bibliothèque qui a évolué en Learning Center, un collègue de San Diego qui explique des dispositifs. Ce monsieur est chargé de mission Learning Spaces au ministère japonais. Évidemment, des praticiens, des gens qui utilisent ces espaces tous les jours. Donc moi, j'aime beaucoup avoir leur retour, là, des enseignants ou évidemment des étudiants, parce que finalement, c'est pour eux qu'on fait ça. Donc tout ce que je vais vous montrer, c'est issu un petit peu à la fois de ces visites et à la fois de ces entretiens dont vous avez eu un bref aperçu là tout de suite. Alors, parlons très rapidement taxonomie, sans rentrer dans des choses abusivement catégorisantes, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, vu la diversité de ces espaces, de les faire rentrer dans des cases, histoire de ne pas partir dans tous les sens. Alors, en gros, moi, je vous en propose 4. La première catégorie de Learning Spaces, c'est celle qu'on appelle les salles de pédagogie active, les Active Learning Classroom aussi, encore une fois, si on anglicise. Ça ressemble à ce genre de choses. Celle-ci, c'est celle qui sert de référence au Japon, par exemple. Elle est dans l'ouest du Japon. J'ai enseigné dedans il y a 10 jours, là, d'ailleurs. Donc, vous voyez, mobilier un peu mobile, projection multidirectionnelle. La deuxième catégorie, c'est certainement la plus rare, je reviendrai dessus après, c'est ce qu'on appelle les nouvelles générations d'amphi, telles que celui dans lequel on est là, souvent qu'on appelle amphi collaboratif. Alors en voici un qui est à McGill à Montréal. Donc vous voyez que là, il n'y a plus de rang d'oignon, il y a des tables collaboratives, comme on a vu tout à l'heure dans l'Active Learning Classroom. On en reparlera tout de suite après. Et après, on rentre dans les espaces informels. Ça, c'est ce qu'on appelle un Learning Commons. Donc, ce n'est pas une bibliothèque, c'est un espace informel qui est à côté de la bibliothèque qui est à Osaka, que mon camarade Dominique connaît bien. Il a visité avec moi l'année dernière. Et donc, pour finir, la quatrième catégorie, l'évolution de ces bibliothèques. Je ne sais pas si on a des bibliothécaires aujourd'hui. Félicitations, félicitations. Alors, l'évolution des bibliothèques, alors d'aucuns appellent ça des learning centers, d'aucuns appellent ça des learning commons tels que celui-ci, mais intégré dans une bibliothèque. Bon, en gros, voilà, les bibliothèques, celle-ci, elle est à côté de Tokyo, par exemple, vous apprécierez l'architecture de la chose, qui constitue cette quatrième et que je vous proposais de la dernière catégorie pour faire rentrer ces learning spaces dans des cases. Alors, en gros, donc Active Learning Classroom, amphi collaboratif, Learning Commons, Learning Center. On va mettre sur la gauche, les espaces formels, interaction directe entre l'enseignant et les apprenants. Sur la droite, des choses plus informelles
dans le sens où les apprenants sont plus en autonomie en fait dans leur travail quotidien. Donc voilà en gros aujourd'hui le panorama de ce qu'on peut observer un petit peu partout dans le monde. Alors commençons justement par ces Active Learning Classrooms. Alors les Active Learning Classrooms c'est quelque chose d'assez intéressant parce que bien souvent quand on discute avec les gouvernances des universités, jusqu'à il y a peu, c'était le point d'entrée quand on commençait à parler de learning spaces. C'est vrai, quand on discutait avec des présidents, des vice-présidents, on disait, vous voulez faire des espaces physiques innovants? Oui, ben faisons une active learning classroom, on va pouvoir tester des choses et tout ça. Ok, donc historiquement, ça a assez souvent été le point d'entrée pour ce genre de stratégie. Thierry, tout à l'heure, il parlait d'Educause, ce fameux congrès où on se rendra la semaine prochaine. Là, on voit un petit peu les perspectives, tu disais 18 mois avant, parfois plus, hein, mais... l'année dernière, en fait, moi je participais justement à un atelier sur Active Learning Classroom à Educause, et en gros les perspectives qu'ils donnaient sur ce genre d'objet, c'était ça. Ils disaient qu'en 2017, on était encore à l'échelle expérimentale, c'était en novembre 2017, hein, on discutait de ça. Donc il y a un an, c'était encore expérimental, mais ils prévoyaient pour cette année, l'année prochaine, une phase de croissance et de la généralisation à partir de 2020-2022. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça me semble un poil optimiste quand même. Mais en tout cas, c'était la vue nord-américaine des choses il y a un an. Alors, ces Active Learning Classrooms, quand on parle de leur conception, il y a souvent deux choses qui ressortent. C'est à la fois l'aspect mobilier et un potentiel de recomposition spatiale, de dire on peut bouger les tables, on peut bouger les chaises, faire différentes choses, et la composante technologique. Moi j'aime bien travailler avec ce graphe-là que j'alimente au fur et à mesure des visites que je fais, où en gros j'ai mis en abscisse je ne sais pas comment dire en français, enfin, le fait de pouvoir bouger le mobilier ou pas. Et en ordonnée, j'ai mis le fait qu'il y ait plus ou moins de technologie. C'est quand même très intéressant de voir que pour ce même acronyme Active Learning Classroom, qu'on a fait rentrer dans une même case tout à l'heure, on va avoir des exemples très différents. Commençons par celui-ci. Mobilier complètement fixe, beaucoup de technologie. On va aller à University of Washington, à Seattle, où on sera avec Dominique et Thierry à nouveau lundi prochain. Où en fait ils ont ce genre d'Active Learning Classroom. Donc vous voyez, les tables ne bougent pas, hein, c'est complètement fixe. Par contre, il y a une composante, une intégration technologique assez forte, dans le sens où il y a du partage vidéo assez poussé au sein d'une table. Un étudiant a une bonne idée, il peut le montrer au reste du groupe, on peut copier d'une table à l'autre. Bon, l'idée là vraiment, ça a été de capitaliser sur cette notion de partage vidéo. Mais par contre, ça ne bouge pas. Complètement à l'opposé. Beaucoup de flexibilité dans le mobilier, mais par contre un petit peu moins de technologie. On va aller au Japon, Kyushu University, ils ont ça. Projection multidirectionnelle, filaire par contre, et des tables par contre que vous pouvez recomposer alors là, vraiment à volonté. Et ça s'appelle aussi une Active Learning Classroom. On va avoir des compromis. Celle que je vous montrais tout à l'heure, là où je vous disais où j'ai enseigné il y a une dizaine de jours, ben voilà, celle-ci elle a beaucoup de technologie, mais elle bouge quand même. Ou enfin, on va aller à Melbourne, ici, on va avoir un compromis entre le mobilier fixe et mobile, et on va avoir pas mal de technologie aussi. Celle-ci qui a ouvert il y a un an, il y a un an à peu près, qui s'appelle un Active Learning Studio. Donc vous voyez qu'on a des objets finalement très différents. Je veux juste vous donner une tendance qui est assez intéressante par territoire quelque part. Moi ce que je constate, c'est que les Japonais ont tendance à mettre plus de mobilier mobile avec pas mal de technologies. Les Européens, les Australiens sont équilibrés entre le mobilier fixe et le mobilier mobile et ils mettent à peu près autant de technologie que les Japonais. Les Américains, on va avoir plus de mobilier fixe et plus de technologie. Oserait-on dire qu'il y a une composante culturelle là-dedans? Je donne toujours le même exemple. Alors, Thierry et Dominique savent que je passe beaucoup de temps au Japon, mais je ne sais pas si vous êtes allés au Japon. Au Japon, il n'y a pas de place nulle part. Ni dans les universités, ni dans les habitations, ni nulle part. Donc en fait, tout est flexible chez eux. Dans une habitation japonaise, le living room, ça devient la chambre à coucher. 2 heures après, tout bouge. Et finalement, ce sont des codes culturels qu'ils ont adaptés aussi à leur salle de pédagogie active, même s'il y a un impact derrière en termes de pratique pédagogique, évidemment. Mais la conception de base, elle est culturellement assez ancrée. Les Américains, ce qu'ils me disent, ils me disent, écoute, on a de la place, on a souvent des budgets, donc on réplique, on va en faire des fixes, des mobiles, mais on va répliquer plutôt que de faire des choses qui doivent être versatiles, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire là, et c'est un premier point assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas de recette. Moi, je le dis très gentiment, mais parfois j'entends des choses assez dogmatiques. On dit une Active Learning Classroom, ça doit être mobile et avec de la technologie. Je suis prêt à en discuter. Je suis pas du tout sûr en fait, mais je suis prêt à en discuter.
Alors justement, revenons à Seattle, on va faire un petit point sur la composante technologique pour finir. Là. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à Seattle. Si vous regardez l'écran qui est accroché sur chacune des tables, donc avec cette notion de partage, vous avez deux éléments. Vous avez l'écran lui-même, et devant l'écran, vous avez un objet hautement technologique et extrêmement cher. Vous avez une plaque de plexi qui coûte rien, donc en gros, hein, et qui a été vissée devant l'écran. À votre avis, à quoi elle sert? Elle sert à pouvoir écrire dessus avec un marqueur de la vie courante. Et les étudiants adorent ça. C'est vraiment le mix entre le numérique et l'analogique. Et les étudiants adorent ça. Je n'ai pas mis la slide parce que j'ai fait une version courte de ma présentation, mais dans le cadre des interviews que je mène auprès des étudiants, souvent je leur demande, OK, on va vous mettre un nouveau lieu, vous avez le choix entre un tableau blanc analogique, marqueur, et vous avez le choix avec un TBI, vous prenez quoi, à votre avis? 100%. 100%. Tableau blanc analogique, stylo de la vraie vie, même les Japonais qui sont technophiles, et voilà, 100%. Donc c'est vrai que ce mix-là, entre le numérique et l'analogique, c'est quelque part un petit peu le meilleur des deux mondes, et il semble que ça ait un écho. Retournons à Melbourne, dans l'Active Learning Studio que je vous montrais tout à l'heure. Là, au fait, au tableau, il y a un dispositif qui est super intéressant. Je trouve si on zoome un petit peu sur cette zone-là, vous avez deux rectangles à 1 et 2. Alors dans le numéro 2, en fait, vous pouvez, là c'est du Velleda, vous écrivez dessus au marqueur, et quand vous appuyez sur le petit bouton qui est juste en dessous, là, vous avez une réplication vidéo sur les écrans numériques à côté, et les écrans numériques, ils peuvent augmenter ce que vous avez écrit analogiquement. Donc si vous avez envie d'augmenter ça avec du contenu audiovisuel ou avec du marqueur numérique, vous le faites, mais c'est votre choix. Donc là encore, ils essaient de prendre le meilleur des deux mondes. Et ça, c'est une salle qui a ouvert il y a 1 an. On ne peut pas mettre ça sous le coup d'une ancienneté de l'équipement. Non, ça a ouvert il y a 1 an. Et je vous ai donné l'avis des étudiants, mais l'avis des enseignants, c'est un peu le même. C'est que ce mix entre l'analogique et le numérique, c'est ce qui marche finalement le mieux, quoi. Moi, je travaille pour une université numérique, hein, donc je me sens très très libre de vous dire tout ça. Hein, mais voilà. Alors, pour finir sur ces salles de pédagogie active, 3 tendances que je voudrais vous donner quand même. Une, le BYOD, je ne m'arrête pas dessus. Aujourd'hui, vous avez vu dans tous les exemples de salles que je vous ai donnés, il n'y a pas de PC fixe, c'est fini, quoi. Tout le monde vient avec son portable. Ça a un impact pour nos amis des DSI, dans le sens où forcément, ce que les étudiants vont attendre, c'est du Wi-Fi qui marche, et éventuellement pouvoir accéder à des applications en ligne ou, soyons fous, cloudifiées. Voilà, mais c'est vrai que c'est une tendance dans la conception qui est absolument majeure, hein, le BYOD, plus de PC fixe. Deuxième tendance, c'est qu'il y a un vrai challenge au niveau de la réalité d'un renouvellement des pratiques pédagogiques et d'apprentissage. Alors, je vous parlais tout à l'heure de quelque chose d'un petit peu dogmatique qui disait une Active Learning Classroom, ça doit forcément être mobile avec plein de technologies. Vous n'imaginez pas le nombre d'Active Learning Classroom que je visite, qui ont du mobilier avec des roulettes, ça bouge partout, qui ne bougent jamais. Jamais. Pourquoi? On va demander aux enseignants, ils me disent, finalement, moi, on m'a programmé là-dedans, mais personne ne m'a dit ce que je devais changer, personne ne m'a dit ce que je pouvais faire de plus. Donc là, ça met on l'évoquait à plusieurs reprises ce matin, ça met en lumière la nécessité d'un accompagnement des enseignants pour prendre en main ce genre d'outils, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un joli jouet, mais ça reste un jouet. Alors, parfois, ça verse dans l'autre extrême, c'est-à-dire qu'on va avoir des enseignants très enthousiastes qui vont enseigner dans ce genre de choses, mais le sujet du cours, ça va plus être comment on utilise la salle que d'être un cours de maths ou de philo ou quoi que ce soit. Ça va être, tiens, la table, on va la bouger là parce que ça permet de faire ça. Bon, voilà. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver là-dessus, mais en tout cas, il y a un vrai challenge sur corréler, je dirais, la nouveauté que sont ces aménagements et cette composante technologique, éventuellement, avec une nouveauté des pratiques qui s'y déroulent. Troisième et dernier point sur ces Active Learning Classrooms, c'est qu'il y a quand même un phénomène très marqué partout, c'est qu'elles restent vraiment bloquées à l'échelon expérimental. Pourquoi? Moi, de mémoire, le campus qui contient le plus d'Active Learning Classrooms que j'ai vu, il en a 9. Il est en Australie, à Melbourne, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 9. 9, quand vous avez une université là-bas, je crois qu'ils sont 44 000. 9 Active Learning Classrooms, vous ne programmez pas des cours réguliers hebdomadaires parce qu'il n'y a juste pas la capacité. On a des gens beaucoup plus calés en sciences de l'éduc que moi, mais c'est vrai, quand on parle de pédagogie active, ça nécessite de faire ça dans des groupes plus petits. La plupart du temps, c'est 12, 15, 20 places, ces salles-là. Si vous n'en avez pas plein, ces salles-là, ça veut dire que vous ne pouvez pas programmer des cours réguliers. Et donc, ça reste bloqué à l'échelle expérimentale. Même si c'est enthousiasmant, même si on va avoir de belles expérimentations, ça va rester à l'échelle expérimentale. Donc ça, c'est un autre enjeu que je voulais vous donner et qui me permet de finir sur ces Active Learning Classrooms. Alors, deuxième point, les amphis. Je vais être assez rapide parce que cette nouvelle génération d'amphis, c'est certainement la catégorie de Learning Spaces qui est la plus rare à observer partout. Alors pourquoi? Parce qu'un amphi, c'est un amphi.
Voilà, un amphi, c'est fait de prime abord pour avoir le genre d'interaction qu'on a là, c'est-à-dire que moi je parle, vous m'écoutez, on n'a pas beaucoup d'interaction, et c'est fait pour accueillir une grande quantité là justement d'auditeurs. Alors, ceci étant, on voit quelques exemples un petit peu intéressants pour ces amphis collaboratifs. Le premier exemple, il se base sur une reconfiguration qui correspond à ça. En gros, un amphi tel que celui dans lequel on est là aujourd'hui, c'est une pente avec des rangs d'oignons comme ça. Ben, la première solution, c'est de pairer deux tables à même hauteur, consécutivement. Pourquoi? Parce que si on regarde cet amphi vu de haut, le voilà, et qu'on prend les deux premières tables ici, qui sont donc à même hauteur, les étudiants qui sont sur le premier rang, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils vont pouvoir se retourner et travailler avec ceux du rang derrière. Et du coup, la deuxième table, ça devient une table collaborative, quelque part. Voilà. Donc ça, c'est la version, je mets vraiment beaucoup de guillemets, mais low cost de la refonte de ces amphis-là, c'est de procéder de cette façon-là. Alors, c'est par exemple ce qu'ils ont fait à Sunny Stony Brook, à Long Island, qu'on a visité avec Thierry et Dominique l'année dernière, juste avant d'aller à Educause. Là, vous voyez que les tables, hein, elles sont 2 par 2. Voilà, et en fait, les sièges, ils sont montés sur une rotule qui permet de faire un 180 degrés. Donc voilà, et ça fonctionne pas mal comme ça. Sydney, University of Technology Sydney, ils ont fait la même chose. Et d'ailleurs, vous voyez des étudiants qui se sont retournés pour travailler avec celui qui est derrière. Alors après, on a des choses plus sophistiquées dont vous avez vu un aperçu juste pendant mon introduction. On va remplacer les rangs d'oignons par des tables collaboratives, non mobiles d'ailleurs. Voilà, là on est à Melbourne de nouveau. La surface blanche qui est sur chaque table, inscriptible analogique. Hein. Donc là, vous voyez, grande capacité, mais avec une coloration collaborative très marquée quand même. Ça je l'ai vu, ça c'est à Brisbane. C'est une école de design, hein, donc vous remarquez que c'est quand même assez créatif en termes de... Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, il y a 3 niveaux. Il y a la fosse, là où on a l'enseignant, et un niveau encore au-dessus. Donc l'enseignant, il peut être au-dessus et derrière certains étudiants. Quand j'ai visité ça, c'était en mois de mars dernier, c'était 2 semaines avant que ça ouvre, il venait d'être fini. Je me suis dit quand même, moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont faire les étudiants qui sont là, quoi. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai visité, le premier truc que je voulais faire, c'est aller m'asseoir là et me dire, bon, ok, vous avez l'écran devant vous, c'est super, mais bon, en tout cas, créativement parlant, c'est assez marqué, comme vous le voyez. Et donc, ce fameux que je vous montrais en introduction tout à l'heure à McGill, juste, on va prendre 20 secondes pour se poser une question simple. Ça, c'était un amphi qui, historiquement, était classique, quoi. Et la question que je voudrais vous poser, c'est celle que j'ai posée à mon collègue quand je suis allé le visiter. Je lui ai dit, mais combien de capacités vous avez perdu en passant des rangs d'oignons à des tables collaboratives comme ça? C'était un amphi qui faisait à peu près 200 places. Ne comptez pas, il y a encore des rangs derrière, hein, donc c'est pas la peine de compter. Mais à votre avis, en pourcentage, combien ils ont perdu en passant des rangs d'oignons à ça? 50%? 75%? 20%? Toi, tu joues pas de toute façon. Espèce d'infâme tricheur. En plus, tu connais. Non, tu parles. Honte à toi. 5%. 5%. Alors moi, j'ai réagi comme vous. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je vous promets, 5%. 200 places, ils sont passés en 180. Peanuts. Mais ça, ne comptez pas. Encore une fois, il y a des rangs derrière que vous voyez pas. Hein. Donc, essayez pas de compter. Hein. Il y a des rangs derrière. 190, pardon. Pardon. Et donc, au-delà de cette dramatique différence, effectivement, ce qui est quand même assez intéressant, c'est le message que je voulais vous donner, c'est que ce n'est pas les projets les plus faciles à mener de refondre des amphis comme ça, mais en tout cas, il y a un contre-argument qu'on ne pourra pas donner, par exemple, de la part des gouvernants, c'est de dire, attends, si tu changes ton amphi, il n'y a plus la même capacité. Non, s'il est bien conçu, en fait, ça ne bouge pas trop, quoi. Mais encore une fois, ce sont des projets qui sont souvent complexes, coûteux, et du coup, on en voit vraiment pas beaucoup, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, les enseignants qui enseignent dans celui-ci à McGill au Canada, avant d'avoir le droit d'enseigner dedans, ils ont une démarche d'accompagnement, enfin, ils suivent une démarche d'accompagnement de la part des ingénieurs pédagogiques pour dire, voilà, tu vas avoir des phases unidirectionnelles qui vont être coupées par des phases collaboratives où les étudiants vont bosser entre eux. Effectivement, parce que sinon on est dans la même problématique de renouvellement de la pratique pédagogique qu'on a dans les salles de tout à l'heure. Si c'est pour utiliser un amphi très novateur comme ça pour faire un cours magistral au sens canonique du terme, voilà quoi, très juste.
Ouais. Je sais pas, ça venait d'ouvrir. Alors, en fait, ça a été créé à la même génération que l'Active Learning Studio, là où il y avait plein de surfaces inscriptibles. Ce que disaient les enseignants, c'est que pour avoir observé des pratiques dans l'Active Learning Studio, effectivement, il y en a beaucoup qui écrivent et qui prennent des photos après. Voilà. Et en fait, surtout pour répondre à ta remarque qui est très juste, hein, c'est que ça, par contre, le surcoût de mettre une surface inscriptive sur la table, il est tellement négligeable que tu dis finalement tu vas le faire. Même si ça a des résultats pédagogiques qu'on peut discuter, tu vas le faire, quoi. Ah, mais je pense que c'est très bien pour plein de choses, hein. Je pense que c'est très bien pour plein de choses, mais voilà. En plus, bah ouais, bah ouais. Bah, évidemment. Évidemment, évidemment. Allez, on continue parce que j'ai vraiment beaucoup de remords à vous mettre en retard. Donc ensuite, on va passer à ces espaces informels. Alors j'ai mixé les deux catégories, hein, Learning Commons et Learning Center que j'évoquais en intro. Alors premier point que je voudrais vous donner, c'est un petit peu la tendance qu'ils suivent, enfin la tendance dont ils bénéficient plutôt, ces Learning Center et ces Learning Commons, par rapport aux Active Learning Classroom, les types d'espaces aujourd'hui qui ont le vent en poupe sur les campus. Il y a une étude qui est issue d'une université avec laquelle je travaille, qui est l'University of Sydney, qui avait suivi une cohorte de 2000 étudiants en 2016. Les résultats sont sortis en 2017. Et en gros, ces 2000 étudiants, ils voulaient savoir où ils passaient leur temps, dans quel type d'espace ils passaient leur temps, ces 2000 étudiants. Regardez les résultats, c'est assez marquant. Alors, ils ont passé, ces 2000 étudiants, 168 000 heures dans les espaces formels, les amphis, les salles de TD, qu'elles soient renouvelées ou pas, amphis renouvelées ou pas, 168 000 heures. Ils ont passé 140 000 heures dans les espaces virtuels et ils ont passé, vous le sentez venir, 420 000 heures dans les espaces informels qui, chez eux, en fait, sont des learning commons sur le campus. Là, ça parle hein, quand même. Hein. Là, ça parle. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la tendance qu'on voit, c'est beaucoup vers la droite, hein, beaucoup plus que sur les Active Learning Classroom quand je discute avec des gouvernances, hein, je peux vous le dire. Alors, ensuite, et un peu en corollaire à ça, et ça va faire écho à quelque chose que Charles disait tout à l'heure sur la recomposition du campus autour du Sigma à l'Université de Nouvelle-Calédonie, un effet de concentration. Alors l'effet de concentration, c'est quoi? En gros, quand vous parlez Learning Spaces à l'échelle d'un campus, vous avez deux configurations globales. La première, c'est la configuration de gauche. C'est un modèle décentralisé qui, en gros, va être un héritage d'initiatives locales. La fac de maths avait un reste de budget sans monter une Active Learning Classroom. La fac de sciences humaines a fait pareil. Il y avait un coin qu'on a pu libérer dans la bibliothèque pour mettre un espace informel. Tout ça de façon non coordonnée. Et en fait, ça donne un modèle décentralisé. Je ne dis pas qu'il est mal, hein, mais en tout cas, on l'a observé jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, et encore une fois, l'Université de Nouvelle-Calédonie est un magnifique exemple de cette tendance-là. J'avais dit à Charles tout le bien que je pensais du Sigma hein, d'ailleurs, hein, mais c'est le modèle centralisé où en fait vous allez mettre dans un lieu iconique centralisé tous ces espaces innovants, tous ces espaces physiques innovants, qu'ils soient formels, informels, avec différents degrés d'informalité, mais en tout cas on va tous les centraliser à la fois pour que ce soit facilement lisible pour les étudiants et éventuellement les enseignants et les personnels, mais aussi pour que ce soit un lieu un peu iconique, je pense qu'on peut le dire, hein, Charles, c'est le cas chez toi aussi, un lieu un peu représentatif et valorisant pour l'université. Alors, c'est ce que nos amis de l'université d'Adélaïde en Australie ont fait. Les Australiens sont très forts en learning spaces, hein, sachez-le. Voilà le campus. Et en fait, au milieu du campus, regardez, on a cet endroit-là, qui est assez intéressant, qui jusqu'à il y a 6 ans, en fait, ne ressemblait pas forcément à ça. Mais il y a 6 ans, quand l'université s'est posé la question de faire justement un lieu qui concentrerait cette innovation autour des espaces, ils se sont rendus compte que la situation géographique de ce lieu en plein milieu du campus faisait que 54% des étudiants y passaient au moins une fois par jour. Si ce n'est qu'à l'époque, là, vous aviez une plaza, vous n'aviez rien du tout. Mais autour de cette plaza, il y avait la BU, on y arrive, un bâtiment de service aux étudiants et un bâtiment académique qui est là. Et du coup, ils se sont dit, c'est l'endroit parfait, la plaza, pour faire un bâtiment justement qui concentrerait tous ces espaces innovants, donc qui est maintenant ici. Et alors dans ce bâtiment, qu'est-ce que vous avez? Au rez-de-chaussée, vous avez toute une liste de services alors qui vont au-delà du pédagogique ou du parapédagogique. Hein, vous voyez, vous avez services hébergement, des casiers plus ou moins intelligents comme chez Charles, des restaurants, voilà, un service de poste, distributeur bancaire, des espaces collaboratifs évidemment, hein, service impression. Au sous-sol, vous allez avoir des espaces réservables collaboratifs aussi pour le travail un petit peu en groupe, des zones BYOD, des stations d'impression, un helpdesk technologique. Et au premier étage, qui est un petit peu plus petit,
encore des espaces réservables par les étudiants pour travailler en groupe. Passons à la pratique plutôt que la théorie. Voilà à quoi ça ressemble. Ça s'appelle le hub central. Hub, c'est plutôt bien trouvé, hein. Rez-de-chaussée, bookstore ici, là les espaces restauration, derrière vous avez les services santé, petits boulots et tout ça, et si vous allez au sous-sol, bah, vous avez le 24 heures sur 24 guichet d'assistance technologique, assistance pédagogique, vous voyez dans un cadre plutôt cosy, des espaces réservables, plus ou moins ouverts, voilà. Et aujourd'hui c'est un lieu, enfin c'était 54% de passage avant, la différence c'est que maintenant les étudiants ils y passent mais ils y restent quoi. C'est la différence. Et c'est devenu vraiment l'icône de l'université, hein, ce hub central pour University of Adelaide. Alors, ça me permet de vous dire que, tout à l'heure, j'évoquais là, ces catégories en faisant quelque part une espèce de segmentation entre les espaces formels et les espaces informels. Au travers de ce phénomène de concentration qu'on observe sur les campus et qui est généralisé hein, partout dans le monde, on a tendance à voir que justement cette frontière elle s'efface parce que tout, encore une fois, est bundleisé, centralisé dans un même endroit. Les Active Learning Classroom, les espaces informels, tout dans un même endroit qui est facilement compréhensible et facilement identifiable par l'étudiant. Voilà pour ce phénomène de concentration. Dernier point par rapport à ces Learning Centers et ces Learning Commons, les dimensions concurrentielles auxquelles ils se heurtent. J'en ai encore pour 5 minutes, à peu près. Alors, première dimension concurrentielle, amis bibliothécaires, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir échanger. Bah, parfois, c'est la concurrence qui peut exister entre une bibliothèque existante et des espaces informels qu'on peut mettre en place sur le campus. Ça peut exister. Alors, moi, ce que je vois au travers de ma recherche, c'est qu'en gros, il y a 80% de ces fameux Learning Commons, ces espaces informels, qui sont effectivement hébergés dans la bibliothèque. Ouf. Ouf. Alors, mais moi, ce que je voudrais juste vous montrer, c'est ce qui se passe sur les 20% restants, là, ceux qui n'ont pas fusionné, en fait. Ben, c'est très intéressant de voir que systématiquement, le Learning Commons va connaître une croissance immédiate et continue en termes de fréquentation qui va systématiquement se faire au détriment de la BU. Systématiquement. C'est comme ça, hein, c'est pas un jeu, voilà, c'est comme ça. C'est systématiquement le cas, la BU va, entre guillemets, perdre de la fréquentation au profit du Learning Commons. En revanche, quand on est dans les 80% où il y a une synergie entre cette BU et ces espaces innovants, là, on va avoir une croissance qui va être encore plus importante et qui va être supérieure au cumul des deux s'ils sont gérés indépendamment. Donc là, la synergie, elle amène un effet levier, un effet démultiplicateur qui explique qu'on en soit à 80%, parce que finalement, la bonne recette, ça a l'air d'être celle-là, quoi. Voilà. Tu le disais tout à l'heure, hein, le Sigma, il est collé, intégré avec la bibliothèque, il y a des passerelles dans tous les sens. C'est effectivement la tendance qu'on observe. Alors, pour vous illustrer ça, on va aller à Osaka. Ça, c'est un de mes Learning Commons favoris, en fait, au Japon. Je le montre assez souvent. En gros, il est construit autour de 3, vous savez, il y a cet zoning, où on va diviser un espace en zones fonctionnelles différentes quand on a des espaces de grande taille comme ça. Là, le zoning, il est autour de 3 sous-espaces. Quelque chose d'assez casual ici, vous voyez, des sofas, des tables basses, vraiment quelque chose de très très informel. Quelque chose d'un peu plus formel ici, qui justement est configuré un petit peu en mini Active Learning Classroom dans le Learning Commons, et des espaces de travail en groupe, au fond, que vous avez là. Je le dis souvent, une des techniques que j'utilise quand je vais observer des espaces comme ça, je mets des caméras, je fais des vidéos time-lapse, je prends une photo toutes les 2 secondes et je fais une vidéo très accélérée. Vous allez voir là ce que ça donne pendant une après-midi dans le Learning Commons à Osaka. Donc là, ça va durer 15 secondes et c'est une après-midi. Tout le temps plein avec les mêmes, tout le temps plein, jamais personne. Intéressant. Je peux vous dire que quand je l'ai montré, cette vidéo, aux gens qui gèrent l'espace, ils étaient extrêmement surpris, parce qu'en vitesse, enfin en temps réel, vous en rendez pas compte. Il y a toujours quelqu'un qui passe ici, mais on ne se rend pas compte, en fait, les gens s'y arrêtent pas, quoi. Pourquoi? Alors la question subsidiaire, c'est pourquoi là c'est vide, il n'est pas dans la bibliothèque cet espace, et les étudiants m'ont dit, quand on veut travailler de façon un peu formelle, on va dans la bibliothèque à côté, on ne reste pas là. C'est un très bel espace, c'est vraiment un de mes Learning Commons favoris, mais vous voyez que là, cette concurrence, elle opère un petit peu quand même. Alors, quand on parle de tout ça aussi, Charles, tu le disais, hein, je rebondis beaucoup sur toi, mais c'est très intéressant ce que vous avez fait en Nouvelle-Calédonie. Ces espaces sont des lieux de vie. Tu le disais à nombreuses reprises, hein, ces espaces sont des lieux de vie. On échangeait avec Franck et Humberto sur cette notion de tiers-lieu, qui nous apparaît extrêmement importante, surtout vu l'endroit où ils sont situés. Ça, en fait, ça va faire écho au mode de vie de l'étudiant. Et là, on va être en phase de colorations locales qui peuvent s'avérer différentes.
En fait, aux États-Unis, pour celles et ceux d'entre vous qui sont déjà allés, le campus, c'est à la fois l'espace d'apprentissage formel, vous avez les salles de cours, les amphis, c'est l'espace informel parce que vous avez des learning centers, des learning commons, et c'est l'espace de vie. L'étudiant, il vit sur le campus. Les campus américains, c'est des mini-villes dans la ville, quoi. En Europe, c'est un peu plus marqué, c'est-à-dire qu'on va voir la plupart du temps, les étudiants qui vont quitter le campus quand ils ont fini les cours et les TD et qui vont aller bosser au part, a priori chez eux, pour avoir leurs activités informelles, et y vivre, évidemment. Au Japon, moi, les premières fois que j'y suis allé, je pensais que c'était la même chose. Et non, ils ont une troisième étape qui s'insère entre le campus et le domicile. Et là, c'est un tiers-lieu, justement, qui sert d'espace physique informel et qui est le coffee shop. Qui est le coffee shop. Alors, qui est le coffee shop? Pourquoi? En interviewant les étudiants là-bas, parce que quand on leur dit, OK, quand vous voulez un espace d'apprentissage informel, vous voulez bosser entre vous de façon un peu autonome, qu'est-ce que vous voulez dans cet espace-là? Les trois réponses sont les suivantes. On veut de l'électricité, du Wi-Fi, la pyramide des besoins de base, hein, avec les 2 niveaux supplémentaires maintenant. On veut pouvoir manger et boire, ça c'est intéressant. Et on veut un espace cosy. Ça, c'est ce que les étudiants demandent. Ben, là, vous faites ça, c'est un coffee shop, quoi. Ça marche? Ça marche. Voilà. Donc, sur ce cheminement quotidien des étudiants japonais, c'est que quand ils quittent le campus et avant d'arriver chez eux, le domicile japonais, c'est un endroit où vous ne faites pas beaucoup plus que dormir, en fait. Pas beaucoup plus que ça. Donc il faut un endroit intermédiaire où ils puissent avoir ces activités informelles. Mais en l'occurrence, là, il y a une concurrence pour les Learning Commons et les Learning Centers japonais qui est exacerbée avec la densité du réseau, la densité de l'offre de coffee shop qui existe là-bas un peu partout. Hein. Et du coup, on se retrouve avec des contre-exemples comme ça. Ça, c'est un Learning Center qui a ouvert à côté de Tokyo il y a 1 an et demi. Cette université souffrait beaucoup justement de cette concurrence des coffee shops. Les étudiants quittaient le campus dès que les cours étaient finis et le président a dit à l'architecte, OK, on va mettre un gros budget sur ce que tu vas faire pour le Learning Center. En code architectural, tu me fais un coffee shop géant. Voilà, et c'est vrai que vous retrouvez un petit peu tous les codes des coffee shops hein, qui sont là, et ça marche, les étudiants restent. Les étudiants restent. Voilà. Donc voilà pour ces dimensions un petit peu concurrentielles dans lesquelles ils se positionnent. Alors je termine en vous montrant quand même quelques exemples. Hein. Donc voilà une extension de la bibliothèque de Flinders University à Adélaïde. Là, on est à côté de Sydney, Brisbane, Singapour, Auckland, Tokyo, qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Hein. Singapour, encore une fois. Celui-là est pas mal en termes d'architecture aussi. Singapour, encore une fois. Ça, c'est au nord du Japon. C'est toute l'université, c'est un espace, un open space en fait. Ça, c'est les amphis. Ça, c'est les salles de TD. Voilà. Toute l'université est un open space. Et si on regarde un petit peu en micro, ça, voilà, c'est ce qu'on appelle les breakout space, les endroits où les étudiants s'arrêtent en sortant des cours avant d'aller à la BU ou avant d'aller au Learning Commons, juste pour poser 10 minutes et bosser un peu. Ça, c'est à Seattle aussi, ce qu'on a vu à l'University of Washington. Breakout space, c'est très très populaire, hein, ce genre de choses qu'on voit là. Voilà. Les cuisines. Mais oui, ils veulent manger et boire, les étudiants à la cuisine. Alors ça, c'est en Australie, c'est à Adélaïde, encore une fois. On parle souvent de la killer feature sur des logiciels ou sur des apps. Là, la killer feature de la cuisine, elle est là. Vous avez des gaufriers. Les étudiants adorent. Les étudiants adorent. Et c'est tout bête, mais ça fait de la rétention. Les comptoirs d'assistance technologique, comme on a vu tout à l'heure, bac à sable technologique, vous voulez essayer un casque de VR, vous allez là-bas. Station d'impression, Christophe, station de studio d'enregistrement directement dans le Learning Center, mur vidéo. Là, tout est inscriptible du sol. Tout ce que vous voyez blanc, c'est inscriptible en fait. Là, c'était neuf. Par contre, c'était neuf. C'était tout neuf. Ça n'avait pas encore ouvert. Voilà. Ah, non, je le dis quand même. Je voudrais bien y retourner. Voilà. Des espaces collaboratifs tels que ce type-là. Des espaces de présentation. Ça, c'est intéressant parce que ça amène une dimension événementielle dans les bibliothèques qui deviennent des learning centers, des learning commons, ça va être le cas chez toi aussi hein, d'ailleurs, hein, où on se dit, bah, tiens, on va organiser la conférence de tel chercheur invité ici, ça fait venir des gens, pas dans un amphi, mais dans le learning center ou le learning commons, donc il y a cette dimension qui est intéressante. Donc des espaces de présentation là qu'on voit beaucoup, et comme je le disais, bah, ces active learning classrooms qui déménagent de plus en plus pourraient être inclus dans ces espaces intégrés, globaux, centralisés que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Allez, en 1 minute pour finir, les outils en fait qu'on a pour, je vous le dis parce qu'il y en a plusieurs là sur lesquels on a bossé qui sont à votre disposition. Alors il y a une base de données en ligne de Learning Space sur laquelle on a pas mal travaillé. Alors, c'est un consortium international d'universités dont
j'ai le plaisir de faire partie, qui est soutenu aussi d'ailleurs par Educause, dont on parlait tout à l'heure, pardon, qui s'appelle FlexSpace. Donc ça, c'est un site en ligne. Vous avez aujourd'hui 800 espaces, je crois, qui sont répertoriés. Pour chaque espace, vous avez une fiche descriptive avec des chiffres, du descriptif plus qualitatif sur les pratiques qui s'y déroulent, des photos, des vidéos, des documents parfois financiers aussi sur ce que ça a été fait, comment ça a été fait, par qui et porté par qui. Donc ça existe déjà aujourd'hui. Un système le Learning Space Rating System, donc là qu'on a co-développé avec Educause, qui est en gros un guide de bonnes pratiques pour créer des Active Learning Classroom. Donc là, plein de bonnes pratiques, comment vous gérez les surfaces transparentes, comment vous accompagnez les enseignants, ce genre de choses. Voilà. Et enfin, pour les espaces plus informels, Learning Center, Learning Commons, Learning Space Toolkit, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Pareil, où là, vous avez plein de bonnes pratiques. Comment on gère l'attribution des personnels sur les différentes tâches du Learning Center, les plannings, comment on gère la participation des différentes entités de l'université dans la gestion du projet, tout ça, Learning Space Toolkit pour les espaces informels. Donc en gros, cette base de données, la FlexSpace, elle est dispo aujourd'hui. Rapprochez-vous de moi si vous voulez que je vous ouvre des accès. Learning Space Rating System pour les Active Learning Classroom en français, dispo aujourd'hui. Learning Space Toolkit en français, je suis en train de finir la traduction, dispo en décembre. Et rapprochez-vous de moi, vous devinez là, je pense, mon adresse mail, si vous voulez avoir tout ça ou poursuivre la discussion au-delà de cet après-midi pendant les ateliers. Voilà, merci beaucoup.